Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'économie, de gestion. On a tous un avis là-dessus, sur ce que le gouvernement devrait faire, sur la manière dont une entreprise Absolument. devrait être dirigée. Mais au fond, sur quoi reposent vraiment ces opinions? C'est un peu notre mission du jour. On va se pencher sur une série de documents pour revenir aux bases, aux fondations de tout ça. C'est exactement ça. Et en fait, tout part d'un constat qui est très simple, presque, brutal. Nos besoins, nos désirs sont illimités. Mais les ressources pour les satisfaire, elles sont rares. Et l'économie, au fond, c'est l'histoire de ce dilemme. Comment est-ce qu'on fait les meilleurs choix possibles avec ce qu'on a? C'est une question qui nous concerne tous, tous les jours. Alors, partons du début. La définition de base qu'on trouve dans les textes. L'économie, c'est la science qui étudie comment les ressources rares sont employées pour satisfaire les besoins. Mais juste après, on nous dit qu'il n'y a pas une seule définition. Ça commence bien. Pourquoi cette ambiguïté? Parce que l'économie n'est pas de la physique. Les faits économiques sont historiques, ils sont uniques. La crise de 2008 n'est pas la même que la crise post-pandémie, par exemple. Même s'il y a des similitudes? Voilà, les contextes, les technologies, les mentalités, tout change. Du coup, on ne peut pas établir de loi universelle comme la loi de la gravité. D'accord, c'est un terrain mouvant. Et pour essayer de modéliser ça, les économistes ont inventé une sorte de personnage, l'Homo economicus. Qui c'est celui-là? L'Homo economicus, c'est une caricature, un modèle théorique. C'est un être qui serait parfaitement rationnel, qui calcule tout le temps. Le genre de personne qui ne fait jamais d'achat impulsif. Jamais. Il connaît parfaitement ses objectifs, maximiser sa consommation ou son profit, et il utilise ses moyens de la façon la plus efficace possible pour y arriver. C'est une simplification, bien sûr, hein. Une simplification énorme même, parce que toute l'économie comportementale moderne montre justement qu'on est tous sauf ça. Vous mettez le doigt dessus. Ce modèle est très limité pour décrire le comportement humain, mais il reste une base pour construire des théories plus larges. Et pour ça, il faut changer d'échelle. On passe de l'individu à ce qu'on appelle l'économie politique. D'accord, donc on quitte ma décision supermarché pour regarder la vue d'ensemble. Comment ça marche? On utilise différents niveaux de zoom en quelque sorte. Le plus serré, c'est la microéconomie. Là, on s'intéresse aux décisions des acteurs individuels. Un ménage, une entreprise, un marché en particulier. Le marché de l'immobilier à Lyon, par exemple. Exactement. C'est notre quotidien. Et comment on passe de ça au grand titre du journal de 20 heures qui parle de croissance, d'inflation? Alors là, on dézoome complètement et on arrive à la macroéconomie. On ne regarde plus les arbres, mais la forêt tout entière. On étudie les phénomènes globaux à l'échelle d'un pays. On parle avec des agrégats? Voilà. Le produit intérieur brut, le PIB, le taux de chômage national, le niveau général des prix. On cherche à comprendre les grandes vagues qui traversent toute l'économie. Donc on a le micro, l'individu, et le macro, le pays. Mais il y a un entre-deux, non? Si on veut étudier, je sais pas moi, toute l'industrie du tourisme en France. C'est une excellente question. Ça, c'est le troisième niveau, moins connu, la mésoéconomie. On analyse des structures intermédiaires, un secteur d'activité, une filière, l'économie d'une région. C'est très utile pour voir des dynamiques qu'on rate si on est trop près ou trop loin. Attendez, revenons en arrière. Si chaque événement est unique, et si les humains ne sont pas rationnels, comment est-ce que l'économie peut se présenter comme une science? C'est une critique qu'on entend souvent, et elle est légitime. Disons qu'elle emprunte la démarche scientifique, mais avec beaucoup d'humilité. La démarche, c'est-à-dire? Observation d'un phénomène, ensuite on développe un modèle, une théorie qui propose des liens de cause à effet. Et l'étape cruciale, j'imagine, c'est de vérifier. Voilà, on confronte ce modèle aux données réelles, et si ça a l'air de tenir la route, ça peut servir d'aide à la décision pour les politiques. Mais les documents insistent sur un point qui m'a frappé. Un test ne peut jamais prouver qu'une théorie est vraie. Jamais. Et c'est la grande différence avec les sciences dures. On ne peut pas mettre un pays dans une éprouvette. Le monde réel est un enchevêtrement de causes. Donc un test peut seulement nous dire si une théorie est compatible avec les données ou s'il faut la rejeter. C'est une science de validation provisoire. Mais c'est vertigineux. Comment un gouvernement peut-il baser une politique qui affecte des millions de gens sur une théorie qui n'est que provisoirement valide? C'est là qu'on touche au cœur du sujet et à la distinction entre ce qu'on observe et ce qu'on recommande. Les économistes ont trois postures. La première, c'est la description. Le taux de chômage est de 7%. C'est un fait. Simple, direct. La seconde, c'est l'analyse positive. Elle cherche à expliquer le ce qui est. Par exemple, une hausse des taux d'intérêt provoque une baisse de l'investissement.
c'est une théorie. On essaie de comprendre les mécanismes. C'est ça. Mais votre question porte sur la troisième posture, l'analyse normative. Celle qui prend position. Exactement. C'est le « ce qui devrait être ». Quand on dit « il faut augmenter le salaire minimum pour réduire les inégalités », on ne décrit plus, on propose une action basée sur un jugement de valeur. Et c'est là que les grandes idéologies s'affrontent, imagine. La question devient, l'État doit-il intervenir ou pas? Précisément. C'est la ligne de fracture historique en économie. D'un côté, la doctrine libérale, qui dit que le marché s'autorégule, la rencontre libre entre l'offre et la demande, mène naturellement à un équilibre. L'État doit intervenir le moins possible. Le fameux laisser-faire. Voilà. Et en face, vous avez la doctrine keynésienne. Pour Keynes, le marché peut très bien rester bloqué dans un mauvais équilibre, avec un chômage de masse, par exemple. Et il ne s'en sortira pas tout seul? Non. Donc l'État doit intervenir activement pour relancer la machine, par exemple en augmentant les dépenses publiques pour stimuler la demande. Et j'imagine que le débat sans fin, c'est de savoir si cette intervention ne crée pas plus de problèmes qu'elle n'en résout. C'est exactement le débat qui dure depuis un siècle. Il n'y a pas de réponse simple. Quand l'État agit, il a deux grands leviers. Le budget, donc les impôts et les dépenses, et la monnaie, en jouant sur la quantité en circulation et les taux d'intérêt. Et il peut l'utiliser pour des ajustements à court terme, on parle de politique conjoncturelle, ou pour des changements plus profonds, structurels. C'est tout à fait ça. Toutes ces politiques, au fond, visent à organiser la réponse à nos besoins. Un mot qui semble simple, mais les textes montrent que c'est bien plus complexe. Ah oui, un besoin, c'est une exigence de la nature ou de la vie sociale. Mais ce qui est fascinant, c'est à quel point c'est relatif. Ça change avec le temps. Personne n'avait besoin d'un smartphone il y a 25 ans. Et dans l'espace, nos besoins ne sont pas les mêmes à Paris ou dans un village. Et pour satisfaire ces besoins, on allait bien. Mais là aussi, il y a une subtilité. L'air que je respire, c'est vital, mais ce n'est pas un bien économique. Pourquoi? Parce qu'il manque un des trois critères essentiels. Pour être un bien économique, il faut que ce soit utile, disponible et rare. Mais rare, voilà. L'air n'est pas rare, donc il n'a pas de prix. Il n'est pas objet d'échange économique. Il y a une autre distinction dans les textes que j'ai trouvée intéressante. C'est celle entre un bien final et un bien intermédiaire. Un même objet peut être les deux. Oui, tout à fait. Le kilo de farine que vous achetez pour faire un gâteau chez vous, c'est un bien de consommation final. Mais exactement le même kilo de farine acheté par un boulanger pour faire du pain qu'il va vendre, Ça devient un bien intermédiaire, une étape dans son processus de production. c'est ça. La nature du bien dépend de son usage. Et les acteurs qui utilisent et échangent tous ces biens, qui sont-ils? Le casting de l'économie, en quelque sorte. On peut le voir comme ça. Les sources en identifient 5 principaux. Il y a les entreprises qui produisent, D'accord. les ménages qui consomment, les administrations, l'État qui fournissent des services non marchands et redistribuent, les institutions de crédit, les banques qui financent le tout, et enfin un acteur un peu fourre-tout mais crucial, le reste du monde. Tous les acteurs étrangers avec qui on commerce. D'accord. Zoomons sur un de ces acteurs, l'entreprise. Les documents font une distinction très nette entre gestion et management. Pour beaucoup, ce sont des synonymes. Et c'est une erreur courante. La nuance est importante. La gestion, c'est le côté technique, presque scientifique. On planifie, on organise les ressources matérielles, financières, on contrôle que les processus sont bien suivis. C'est s'assurer que les choses sont faites comme il faut. Le côté ingénieur, un peu. Et le management, alors? Le management, c'est l'art de mener les humains. Ça se concentre sur la motivation, le leadership, la direction des équipes, la vision. La gestion s'occupe du comment, le management s'occupe du pourquoi et du avec qui. Ça me fait penser à une autre position très forte dans les textes, entre le manager et le leader. On nous dit que le manager administre, contrôle et demande comment et quand. Alors que le leader, lui, innove. Il inspire la confiance et il demande quoi et pourquoi. En somme, le manager s'assure que le train roule bien et arrive à l'heure. Et le leader s'assure que le train va bien vers la bonne destination. C'est une image parfaite. Et une organisation a absolument besoin des deux. Évidemment. Un leader sans manager, c'est une belle vision qui n'aboutit jamais. Et un manager sans leader, c'est une machine qui peut foncer droit dans le mur, mais de manière très efficace. Et cette machine, cette entreprise, elle n'est pas dans une bulle. Elle est au cœur d'un écosystème qui la contraint. Absolument. Elle interagit en permanence avec ses investisseurs, l'État qui fixe les règles, ses fournisseurs, ses clients et bien sûr ses concurrents.
Mais pas seulement les concurrents directs. Il faut aussi se méfier de ce qu'on appelle les produits de substitution. C'est l'exemple du café et du thé, c'est ça? C'est ça. Ils ne sont pas sur le même marché, mais ils répondent aux mêmes besoins de base. Une boisson chaude, stimulante. Si le prix du café flambe, une partie des consommateurs va se reporter sur le thé. C'est une menace indirecte. Indirect, mais bien réelle. Quand on met tout ça bout à bout, c'est assez vertigineux. On est parti de la psychologie de nos besoins pour arriver aux stratégies concurrentielles en passant par les grands débats politiques. Si elle est répétée par des millions de personnes, a un impact macroéconomique énorme. Et une politique décidée au niveau macro va changer l'environnement dans lequel une entreprise doit gérer ses équipes. Voilà, c'est un grand circuit où tout circule, les biens, la monnaie, l'information. Pour finir, il y a une phrase dans les notes qui ouvre une porte intéressante. On nous dit que les entreprises ne peuvent plus se contenter de viser la rentabilité, mais doivent poursuivre des objectifs socialement plus acceptables. Ça nous ramène à notre point de départ, le monde des ressources rares. La question qui reste ouverte est donc comment une entreprise ou même une société arbitre-t-elle entre la performance économique pure et ses objectifs sociaux ou environnementaux? Où est-ce qu'on place le curseur et surtout qui décide où le placer? Voilà une question à méditer. Merci de nous avoir suivis.